Bonjour à toutes et tous. Alors, excusez-nous un peu du délai. Je crois qu'il y a aussi quelques petits paramètres que je vais autoriser, notamment les micros, les caméras, ce sera plus simple pour tout le monde. Hop. Voilà, je crois que voilà, je pense que tout le monde peut parler dès maintenant. Vous mettez sa caméra si vous le souhaitez. Est-ce que tout d'abord, vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Merci, j'ai pu lire sur vos lèvres. Oui. Le Parfait. micro est activé normalement. Ah, oui, c'est bon, là, c'est activé. Voilà, C'est parfait. donc, parfait. Enchanté, bonjour. Enchanté, bonjour, en effet. Bonjour. Je crois qu'on sera en petit comité aujourd'hui, ce qui est pas si mal, hein. Comme ça, il y aura peut-être du temps pour poser des questions. Ce sera plus simple, je pense, pour se faire entendre. Je vois que Olivier est là. Est-ce qu'Olivier, est-ce que tu peux nous parler, tu nous entends? Attendez, je vois qu'il y a encore des problèmes de droit. Hop. Alors, hop. Une seconde, on a quelques petites contraintes techniques. Voilà, parfait. Olivier, si tu es en train de parler, on ne t'entend pas. Ton micro est coupé si jamais. Micro est activé, mais là, on ne t'entend pas non plus. Mais bon. En tout cas, peut-être rapidement pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui à cette session collective, sur le thème de la cybersécurité, plus en détail sur la gestion des vulnérabilités. Donc merci à vous d'être là aujourd'hui. Donc la session à laquelle vous avez participé aujourd'hui est une session qui est proposée dans le cadre de l'offre innovation que l'ANS propose. Donc dans le cadre différentes autres sessions collectives également que l'on peut réaliser tout au long de l'année. Donc aujourd'hui, cybersécurité, une prochaine qui aura lieu le 5 juin sur la doctrine du numérique santé, donc la nouvelle doctrine qui est sortie. Et puis le 12 juin également, là, on aura une session spécialisée sur le Ségur, et notamment sur le Ségur Vague 2, plus en détail. Du coup, là, normalement, tout le monde m'entend? Ah, Olivier, parfait, on t'entend. Ok, parfait. Oui, c'est parfait. Super. Bon, Et du puis coup, écoutez, sur ce, moi je vais laisser peut-être Olivier aussi je sais pas, se présenter peut-être et puis font ses présentations si ça te dérange pas, Olivier. Ah, on t'entend plus en revanche, Olivier. Aïe, 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 ça a duré 10 secondes. Non, c'est normal. Là, j'avais Voilà. vraiment coupé mon micro, juste le temps de te laisser parler. Parfait. Donc, hop, je vais prendre ceci. Je vais projeter mes slides. Et puis de mon côté, pardon, excuse-moi, je vais enregistrer la session pour qu'elle puisse être revisionnable sur notre chaîne YouTube par la suite. Ok. Donc du coup, alors pour ceux qui peut-être n'ont pas assisté aux précédentes paroles d'experts, donc moi je suis Olivier Ruecross, je suis analyste en réponse sur incident au CERT Santé. Donc voilà, mon travail c'est de faire de l'investigation numérique dans le cadre d'incidents de sécurité touchant les hôpitaux et les bénéficiaires globalement du CERT Santé, donc les établissements médico-sociaux et un certain nombre d'acteurs du monde de la santé. Et dans ce cadre-là, je fais ce qu'on appelle de la sécurité opérationnelle. Moi, je suis spécialisé donc en investigation, mais ce qu'on appelle la sécurité opérationnelle, c'est l'ensemble du domaine et l'ensemble des sujets qui consistent à piloter et à suivre et à implémenter et à monitorer la sécurité des outils et surtout des infrastructures des établissements. C'est-à-dire, souvent, on l'oppose par exemple à la sécurité des produits, où on se concentre plus justement sur tout ce qui est édition et conception logicielle. On l'oppose aussi d'une certaine manière à tout ce qui est gouvernance de sécurité, etc., etc., etc. Voilà. Donc moi, je fais de la sécurité opérationnelle.
Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la notion de suivi de vulnérabilité de sécurité. Donc, du coup, en fait, je vais plus vous parler de vulnérabilité produit, principalement, et vulnérabilité infrastructure. On reviendra un peu dans le détail de ces termes-là après. Donc, pour faire simple, déjà, on va passer rapidement ensemble sur, en fait, définir de quoi on parle. C'est-à-dire comprendre, OK, c'est quoi une vulnérabilité de sécurité? Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que ça vous concerne? En quoi est-ce que ça vous concerne? Pourquoi est-ce que c'est un enjeu qui vous touche? Et donc on commencera dans une première partie à parler de ça et ensuite dans une seconde partie, donc qui va correspondre aux chapitres 3, 4 et 5, on viendra plus voir le côté, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire faire du suivi de vulnérabilité? Comment on le met en place, au niveau organisationnel, au niveau structurel, au niveau outillage, voilà. Quelles questions on se pose pour savoir ce qu'on doit faire dans ce cadre-là. Voilà. Donc on va essayer d'organiser ça suivant ces 2 temps. Régulièrement, alors pour ceux qui n'étaient pas présents ou présentes à la dernière parole d'expert, moi de toute façon, je ferai régulièrement des moments où je m'arrête et où on essaye de réfléchir ensemble à un sujet, voilà, sur ce que je suis en train de présenter, hein. La finalité, c'est pas que je m'écoute parler pendant 1 heure. Et bah, de la même manière, si à un moment, il y a des choses dans ce que je dis qui sont pas claires pour vous ou s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, pourquoi pas? Ça peut totalement arriver. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à prendre la parole et à dire: «Bah, tel élément, c'est pas clair» ou «Tel élément, je pensais que ça se gérait plutôt comme ça», bref et on en discute. La finalité, c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose le plus dynamique et le plus participatif possible. En plus, là, on a l'avantage de pas être très nombreux, donc il faut vraiment pas hésiter à profiter de ça, au contraire pour échanger davantage ensemble. Voilà. Et on va être ensemble pour à peu près une petite heure. Après je laisserai mes collègues, prendre le relais sur la suite, mais voilà, on va être ensemble pour à peu près une grosse cinquantaine de minutes. Peut-être commencer par ça et commencer par vous faire bosser vous plutôt que moi, puisque j'aime bien le principe. Quand je vous parle de notion de vulnérabilité de sécurité, ça vous évoque quoi? Concrètement, voilà, vous entendez parler de vulnérabilité, qu'est-ce que c'est qui vous vient en tête en premier? Bon, si je puis me permettre. Mais alors voilà, il y a 2 aspects dans les aspects, en tout cas de mon côté, de vulnérabilité de sécurité. Si on parle du logiciel, ben, c'est qu'il y a une potentielle faille qui peut être exploitable au sein du logiciel pour avoir soit accès à des données auxquelles on n'a pas droit, soit de faire des opérations ben, qui sont non autorisées, en tout cas pour la personne qui exécute cet accès malveillant. Et à l'inverse, si on parle de vulnérabilité de sécurité, non pas en logiciel, mais en infrastructure, ben c'est simplement qu'il y a un certain nombre de chemins d'accès dans l'infrastructure, que ce soit au niveau du réseau ou au niveau de certains serveurs qui hébergent donc les applications, qui permettent de nouveau d'avoir soit des accès non autorisés à des contenus, soit des accès à des possibilités qui ne sont pas logiquement accessibles à des personnes qui ne sont pas administrateurs ou en tout cas gestionnaires de cette infrastructure. Bon, évidemment, on pourra en parler pendant des heures et des heures, mais Mmh. pour tenter de résumer en 2 grosses catégories. Tout à fait, effectivement, on Et alors, peut. peut-être pour complémenter, il y a les vulnérabilités qui sont, entre guillemets, importantes, donc celles que, évidemment, il est important de pouvoir résoudre, et d'autres, ben voilà, qui sont présentes, mais dont le risque peut être mitigé. C'est-à-dire, voilà, on sait qu'on peut accéder ben, éventuellement à mon prénom, mais bon, voilà. Quel est l'impact de cet accès-là? S'il est limité, ben voilà, c'est une vulnérabilité qui est connue, mais qui n'a peut-être pas un impact crucial. Tout à fait. Effectivement, la notion de donc c'est totalement, c'est-à-dire que la notion de vulnérabilité, c'est ce qu'on définit, ce dont tu parles, sur le côté d parfois ça touche l'infrastructure, parfois ça touche le produit, ce qu'on appelle le périmètre. C'est-à-dire, en fait, comprendre qu'est-ce qui est concerné par cette vulnérabilité-là? Est-ce que c'est un équipement? Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est, je sais pas, un OS, une machine? Bref, tout ça. Il y a aussi cette notion effectivement d'estimer l'impact. Une fois qu'on a le périmètre, estimer l'impact, c'est-à-dire dire: «Bon, il y a une vulnérabilité, bon, c'est déjà ça. Bah, concrètement, qu'est-ce qui se passe si cette vulnérabilité est exploitée? Est-ce qu'elle permet de réutiliser une partie du logiciel auquel on n'est pas censé avoir accès? Est-ce qu'elle permet d'accéder à des données auxquelles on n'est pas censé accéder? Est-ce qu'elle permet de rendre inopérant peut-être une partie de l'équipement?» et cetera. Donc il y a la notion d'impact et évidemment, bah, on va doser cet impact. On va y revenir tout à l'heure.
Mais il y a ce qu'on appelle, en gestion des vulnérabilités, il y a ce qu'on appelle un système de score, en fait, qui permet d'évaluer la gravité et l'importance d'une vulnérabilité, et donc d'évaluer le critère d'urgence à devoir la gérer. Effectivement, il y a une notion qui intervient aussi beaucoup, c'est la notion de complexité, c'est-à-dire que si pour exploiter une vulnérabilité, j'ai besoin d'un expert très poussé pendant des heures, d'énormément d'outillage, d'une très bonne connaissance de tout le reste du SI, et que ça n'arrive que dans certains moments très précis. Bon, oui, c'est pas la même que si n'importe quel visiteur de mon site web est à même d'utiliser cette vulnérabilité-là. Donc, il y a la notion de périmètre, il y a la notion de complexité d'exploitation, et il y a la notion d'impact. Et en fonction de ça, on va établir un scoring qui va nous permettre de classer les vulnérabilités entre elles. Et ce qui, notamment dans le cadre d'une logique de gestion ou dans le cadre d'une logique d'accompagnement, est marquant, puisque forcément, on va calibrer nos plannings de projet, on va calibrer nos suivis et faire de l'ordre de priorité en fonction de ça. Donc, voilà, une vulnérabilité, dans le fond, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un défaut, un problème dans un outil ou dans un équipement, et qui va mener à soit atteindre, c'est-à-dire permettre à des gens d'accéder à de l'information auquel ils ne sont pas censés accéder, soit qui va atteindre l'intégrité de cet outil, donc par exemple qui va empêcher son fonctionnement ou son bon fonctionnement pendant une certaine période de temps, ou qui peut aussi atteindre ce qu'on appelle la disponibilité de l'outil ou la disponibilité de l'information. C'est-à-dire que si l'exploitation d'une vulnérabilité fait planter un outil, je ne sais pas, fait planter un outil d'accès aux données patients pendant 1 heure, ça veut dire que pendant 1 heure, je ne peux plus faire de la gestion de données patients, et ça, c'est problématique pour mon établissement. Donc, on calibre souvent en fonction de ces notions-là, la notion de disponibilité, la notion d'intégrité et la notion de confidentialité. Donc, souvent, pour classer et pour catégoriser les vulnérabilités, il y a plein de méthodes, il y a plein de solutions et de modèles. Chacun en voit un autre. Nous, souvent, au sein de l'ANS et spécifiquement au sein du CERT Santé, on a une catégorisation où on dit, voilà, soit on a des vulnérabilités logicielles, c'est-à-dire que c'est des vulnérabilités sur un outil, un logiciel précis. Des vulnérabilités réseau, c'est-à-dire très souvent, ce sont des vulnérabilités sur les équipements qui permettent de faire tout ce qui est gestion et contrôle de flux dans une infrastructure. Vulnérabilité matérielle et enfin vulnérabilité physique. Souvent, dans l'imaginaire collectif, on a tendance à fusionner ou à confondre les vulnérabilités matérielles et physiques. Matérielle, c'est vraiment la vulnérabilité sur un équipement. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, tel serveur, n'importe qui peut venir et peut connecter une clé USB dessus. Voilà, ça, c'est une vulnérabilité matérielle, c'est-à-dire on a un composant qui ne fait pas ne fait pas ce pourquoi il est conçu, ou qui peut permettre de ne pas faire ce pourquoi il est conçu, par opposition à la vulnérabilité physique, où là, c'est vraiment, on sort du domaine de la cybersécurité pour vraiment entrer dans le domaine de la sécurité physique, où là, c'est, j'ai des locaux qui sont accessibles à tout le monde, je peux installer tous les firewalls et tous les antivirus de la Terre dans mon service. Si ma salle serveur elle est accessible à n'importe qui parce qu'il n'y a même pas de badgeuse, c'est un problème de sécurité aussi. Et souvent, dans la logique de suivi des vulnérabilités, ce qu'on va faire, c'est sélectionner tout ou partie de ces catégories-là pour dire, OK, nous, on se concentre dans notre suivi sur tel type de vulnérabilité. Typiquement, nous, au sein du CERT Santé, dans le cadre de l'accompagnement qu'on fait auprès des établissements, on se concentre surtout sur les 3 premières, donc réseau, logiciel et matériel. Là où les vulnérabilités physiques, par exemple, sont plus gérées en interne aux établissements, qui ont le rôle de contrôle d'accès sur leur bâtiment. Et en fonction des sélections et en fonction des catégories qu'on prend, forcément, déjà, on n'a pas accès au même type et on ne fait pas face au même type de problème. Mais en plus de ça, ce n'est pas forcément les mêmes compétences, ce n'est pas forcément les mêmes solutions de reconstruction. C'est-à-dire que, par exemple, les vulnérabilités logicielles, ça peut se résoudre à, il suffit de télécharger la mise à jour de l'éditeur qui date du début de la semaine et c'est bon, ce sera corrigé. Là où des vulnérabilités matérielles, ça va être, il faut acheter un module en plus ou il faut changer l'équipement parce qu'il est obsolète. Et donc, à chaque type de catégorie va correspondre un certain type de suivi. Et l'idée, ça va être justement de descendre un peu ensemble sur comment on met en place du suivi sur chacune de ces catégories-là.
Donc, toujours un peu dans cette logique de définir ce que c'est qu'une vulnérabilité de sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on classifie, on parlait du scoring tout à l'heure, souvent dans le monde des vulnérabilités, quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, quelque chose qu'on parle beaucoup, c'est la notion de vulnérabilité zero day. Vulnérabilité zero day, ça veut dire quoi? Il faut savoir que la plupart des éditeurs et des équipementiers ont une logique de suivi de vulnérabilité. Bon, plus ou moins précise, plus ou moins rigoureuse, mais on n'ouvrira pas ce débat-là aujourd'hui. Mais du coup, dans le cadre de ce suivi de vulnérabilité, régulièrement, ils publient en disant: «Bon, voilà, on a vu telle vulnérabilité sur la nouvelle version de notre outil. Voilà un patch pour le corriger» ou «On est en train de développer un patch pour corriger, voilà comment contourner le problème en attendant» et cetera. Donc c'est-à-dire, c'est l'éditeur qui est proactif et qui publie lui-même du suivi de vulnérabilité sur ses produits. Les vulnérabilités zero day, ce sont des vulnérabilités où ce n'est pas l'éditeur lui-même qui communique, c'est un tiers. En général, un groupe d'attaquants, mais ça peut être d'autres types d'acteurs. C'est un tiers qui communique sur une vulnérabilité en disant: «Bon, voilà, moi j'ai vu une vulnérabilité sur tel outil», voire même j'accompagne mon propos d'une preuve que la vulnérabilité est exploitable, voire même j'accompagne ma preuve d'outils qui permettent d'exploiter cette vulnérabilité-là. Bref, c'est-à-dire que c'est une vulnérabilité qui est découverte dans la nature, par des tiers sur lesquels on ne contrôle pas leur posture et donc qui potentiellement peuvent se mettre à communiquer largement ou à exploiter largement la vulnérabilité découverte sans pour autant que les équipes techniques de l'éditeur soient elles-mêmes conscientes de la vulnérabilité, capables de la reproduire, etc. etc., etc. Et c'est pour ça que très souvent, dans le monde de la gestion de les vulnérabilités 0D, c'est quelque chose qu'on surveille énormément. C'est parce que ce sont des vulnérabilités où tant qu'il n'y a pas de réaction de l'éditeur, il y a des exploitations en cours, il y a de la communication en cours sur ces exploitations. Et donc, forcément, il y a des impacts. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité de autant que possible les anticiper et autant que possible justement réagir. Pour autant, toutes les vulnérabilités critiques qui peuvent apparaître notamment dans les médias, même les médias, on va dire technologiques généralistes, ne sont pas forcément des vulnérabilités zero day. C'est très fréquent que les éditeurs eux-mêmes découvrent des vulnérabilités critiques sur leur SI ou sur leurs produits et communiquent dessus. Voilà. Si vous avez suivi ce qui a pu se passer chez certains produits Outlook ou récemment sur certains produits Ivanti, c'est assez typique de ça. Donc, globalement, toutes les vulnérabilités ne donnent pas lieu. Ah, le lien, hop là. Bon, le lien ne fonctionne pas, je vous en montrerai je vais vous en montrer un exemple directement. La plupart des vulnérabilités publiées, hop, je ne sais pas pourquoi, j'ai une difficulté à accéder à internet de là où je suis, mais la plupart des vulnérabilités publiées donnent lieu à ce qu'on appelle un bulletin CVE. Un bulletin CVE, c'est quoi? Donc CVE, c'est la contraction de Common Vulnerabilities and Exposure. C'est en fait la carte d'identité d'une vulnérabilité. Toutes les vulnérabilités ne donnent pas lieu à un bulletin CVE pour tout un tas de raisons, notamment organisationnelles et stratégiques. Mais il faut savoir que accorder un bulletin CVE à une vulnérabilité, ça permet de la catégoriser, ça permet de publier en fait sa description et ça permet tout simplement d'informer en disant: «Bon, voilà la vulnérabilité en cours, voilà les solutions, voilà les éléments qui ont été proposés pour la corriger» et ainsi de suite. On va essayer de s'en trouver une relativement récente. Hop là. Mais globalement, bon, ah si, voilà. Donc globalement, un bulletin CVE, donc ça a soit cette forme-là, soit cette forme-là. En fait, ce sont des bases de données publiques qui ont pour rôle de justement catégoriser et lister les vulnérabilités existantes et on va y retrouver des éléments comme la description, alors l'exemple que je vous ai donné est pas forcément le plus parlant. Hop. Alors, on va prendre celle-ci. Voilà. Voilà, celle-ci sera un peu plus parlante. Donc,
globalement, un bulletin CVE, ça s'annonce comme ça. Donc, on a un identifiant, évidemment. On a une description globale de, OK, qu'est-ce que c'est cette vulnérabilité, sur quel type de produit, sur quelle version elle s'applique, etc. On a on en parlait tout à l'heure, on va y revenir, on a son score. Là, par exemple, c'est une vulnérabilité qui a un score de 4, donc c'est une échelle de 1 à 10. Ensuite, on a les références vers le site du constructeur, vers des éditeurs de sécurité, pour avoir à la fois plus de documentation sur la vulnérabilité et pour avoir des solutions de contournement. Et éventuellement, est-ce qu'il y a des exploitations ou des technologies communes qui permettent de l'exploiter? Le listing des vulnérabilités peut-être antérieures qui sont exploitées par cette vulne, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est littéralement un rapport, un bulletin CVE, c'est un rapport qui permet de décrire le fonctionnement et les impacts potentiels d'une vulnérabilité. Et forcément, sur la base de ça, c'est la publication de ce bulletin-là et c'est la diffusion de ce bulletin-là qui va permettre d'informer tous les acteurs d'un domaine ou d'un périmètre que, OK, là, on a une vulnérabilité connue sur telle version de tel outil et voilà la remédiation à mettre en place. C'est une partie de ce qu'on fait. Alors, c'est pas de mon équipe, c'est plutôt côté audit, mais c'est une partie de l'activité qu'on a au CERT Santé. C'est justement de faire ce suivi et cette veille en vulnérabilité courante pour faire du tri sur toutes les vulnérabilités qui sont publiées et estimer, OK, lesquelles concrètement concernent la communauté et lesquelles sont moins critiques ou sont hors périmètre. C'est toute cette démarche-là, ce qu'on appelle faire de la veille en vulnérabilité. Donc, du coup, dans un process de conception, dans une logique de conception d'un outil ou d'un produit, ce qu'il faut savoir, c'est que au sein de tout éditeur, au sein de tout prestataire, au sein de tout service qui a pour rôle de gérer la sécurité des infrastructures ou des produits de ses bénéficiaires ou de ses clients, il y a cette démarche à mettre en place de déjà être capable de fonctionner selon ces 5 piliers-là. Ces 5 piliers, c'est quoi? Ces 5 piliers de suivi de vulnérabilité, c'est quoi? La première chose, c'est maintenir en permanence une cartographie et un inventaire des actifs qui sont sur une infrastructure ou sur un SI donné. Et ça, la réalité de ce qu'on voit en incident, c'est dans 95% des cas, c'est pas fait. C'est-à-dire que déjà, sur un SI interne ou sur le SI d'un client, pour ceux qui interviennent pour le compte de clients, maintenir le schéma réseau, c'est ça. Le listing des outils installés, c'est ça. Le listing des versions, c'est ça. Bref, simplement une cartographie de qu'est-ce qui est installé, maintenu, qui communique avec quoi à un instant T. C'est un travail complet et qui n'est littéralement jamais fait ou presque. Et pourtant, ça, dans le cadre d'un suivi de vulnérabilité, c'est capital. C'est-à-dire que nous, on voit énormément passer d'incidents où, en gros, le fond, c'est « Ah oui, tel serveur… qu'on a oublié de décommissionner parce qu'il n'était pas dans les schémas réseau, et il n'a pas été mis à jour lors de la dernière procédure de mise à jour de vulnérabilité, et paf, il a été exploité et ça a donné lieu à un incident. Donc, maintenir à jour en permanence un inventaire des actifs et une cartographie réseau. Ensuite, sur les actifs, sur les équipements, forcément, lister et identifier les vulnérabilités qui les concernent et lister pour toutes les vulnérabilités connues les correctifs qui existent. Donc vraiment, mettre en place, ça va avec la priorisation des vulnérabilités, mettre en place une logique de patching, mettre en place une logique de maintien à jour et de correction des vulnérabilités qui soit régulière. Que ce soit nous, que ce soit le CERT-FR ou que ce soit certaines autres équipes, on publie régulièrement sur les vulnérabilités courantes de l'écosystème. Voilà. N'hésitez pas à aller à vous abonner à des flux de vulnérabilité comme ça, justement pour savoir quels sont les éléments à prioriser dans nos environnements. Donc, listez et prioriser les vulnérabilités qui vous concernent, puis tester et déployer les correctifs, soit développés en interne, si vous êtes dans le cas de conception d'édition, soit proposés par les constructeurs quand ce sont des correctifs extérieurs. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tester et déployer un correctif, ça ne résout pas l'ensemble du problème. Et donc, ça veut dire que même après déploiement, même après installation, même après correction, il faut suivre qu'une vulnérabilité a bien été gommée, que l'exploitation connue n'est plus possible.
Et ça se résume comment? Bah, ça se résume tout simplement que c'est très courant pour une vulnérabilité d'être publiée. L'éditeur va proposer un correctif, puis il va se rendre compte, ou alors un externe va se rendre compte qu'il y a des contournements possibles à ce correctif. Et donc ça va générer de nouvelles vulnérabilités. Donc c'est pour ça que cette étape de post-déploiement, elle est clé. C'est comprendre qu'un correctif ne résout pas tout, et que c'est très fréquent qu'un correctif publié dans l'urgence, notamment quand ce sont des vulnérabilités critiques, ne règle que le problème de surface et ne règle pas toutes les exploitations de fond un peu moins visibles qui restent présentes et qui doivent donc être prises en compte. Donc il y a vraiment ce cycle permanent de maintenir son inventaire à jour, identifier les vulnérabilités sur l'inventaire, les prioriser, déployer des correctifs, vérifier que ces correctifs suffisent et recommencer. Et il y a vraiment un cycle de suivi permanent qui doit se mettre en place. Donc on en parlait, pour rentrer un peu dans le détail de cette notion d'identification et de cartographie, bah déjà, ça commence par avoir une nomenclature claire. Voilà, de comment est-ce que je nomme mes machines, comment est-ce que je nomme mes équipements, mes serveurs, est-ce que j'ai des normes particulières en termes de câblage, et cetera, en termes de services. Identifier tous les actifs, ça veut dire aussi non pas forcément bloquer, mais contrôler et être capable de cartographier tout ce qui est actif extérieur. Je pense à quoi? Je pense à tout ce qui est les téléphones personnels qui peuvent se connecter au Wi-Fi d'une infrastructure. Je pense aux agents ou aux soignants qui agissent avec leurs propres machines dans des cas où ils n'ont pas le choix, etc., etc. Être capable d'identifier et de cartographier ce type d'usage, ça permet justement d'anticiper les vulnérabilités qui lui sont liées. Une fois que je les ai identifiés, une fois que j'ai une sorte de grande liste de ces actifs-là, je classifie, je cadre, j'isole, je cloisonne. C'est-à-dire vraiment cette notion de, OK, tel type d'actif, je ne sais pas, ça c'est un groupe de postes de travail qui correspond à tel service. Bon, bah, OK, ils ont tel privilège, ils ont tel risque, ils ont telle vulnérabilité associée. Ça, ce sont des serveurs critiques sur mon SI. OK, bah, eux, je vais les prioriser dans ma logique dans ma logique d'application de correctifs, etc., etc., etc. Et évidemment, forcément, l'inventaire des actifs, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est un cycle permanent. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire au fil de l'eau et qui doit être régulièrement contrôlé, suivi, audité. Si le seul inventaire d'actifs que vous êtes capable de produire, c'est un inventaire qui a plus de 3 ans, le document n'a pas de valeur. Donc on en parlait, voilà, catégoriser les actifs. Est-ce que ce sont des équipements? Est-ce que ce sont des logiciels? Est-ce que c'est de l'infrastructure? Est-ce que ce sont des services externalisés? Et enfin, lister. Là, on rentre plus dans le domaine de la gestion des données que vraiment purement dans le domaine de la sécurité, mais aussi lister et cartographier tout ce qui est les données critiques stockées en interne. Donc voilà, opérer cette catégorisation-là et la maintenir à jour. Pour ceux et celles d'entre vous qui interagissent avec les établissements, je pense que ce n'est pas une surprise, mais vraiment le nombre d'établissements qui ne sont pas capables de, ne serait-ce que de lister les outils installés sur leur parc. Et ça, c'est un problème critique. Parce que forcément, si on ne connaît pas ces outils, on ne sait pas quelles menaces peuvent venir de ces outils. Donc voilà, l'inventaire des actifs, après le format et la formalisation dépend de chacun. Ça peut être un grand tableau Excel, ça peut être, il y a des schémas et il y a des outils et il y a des outils de dessin industriel qui permettent de faire des cartographies et de la gestion d'actifs très fines. Ça peut être intégré à des outils de gestion SI ou à des outils de gestion de tickets, etc., etc. Donc, si on reprend ces catégories d'actifs-là, est-ce que vous sauriez citer des exemples de vulnérabilité pour chacune de ces catégories? Pas tous en même temps. Je ne vais pas monopoliser l'audience en permanence, donc je vais quand même laisser quelques-uns à part. Les autres, du coup. Vous pouvez remettre l'écran, s'il vous plaît? Ou alors Bien c'est sûr. moi qui dois cliquer? Ouais, merci. Équipement matériel, par exemple, ça serait la vétusté du produit. Mmh.
Pareil pour le logiciel application, s'il n'est pas à jour depuis très longtemps. Ouais, il y a un peu de ça. Effectivement, dans les logiciels, il y a la notion de vérifier quelles versions sont concernées par une vulnérabilité donnée. Voilà, ça peut être, j'ai, je sais pas, un logiciel de gestion, un logiciel de gestion d'ordonnance, et je me rends compte que en utilisant en utilisant la bonne commande, n'importe quel utilisateur a accès à toutes les ordonnances de l'application, par exemple. Ça, c'est une vulnérabilité assez classique. Ou tel outil exposé sur Internet, voir la partie réseau, n'importe qui peut accéder à sa base de données, ou alors en tapant sur une page web cachée de cet outil, je peux accéder à la liste des fichiers qu'il a stockés, etc., etc. Et pour ajouter un point sur le logiciel d'application, chose Mhm. importante, au-delà de la vulnérabilité qu'il peut avoir sur le logiciel en lui-même, c'est que si le logiciel, évidemment, est développé en utilisant des composants tiers, des librairies de tiers, la problématique peut ne pas venir tout simplement de votre propre produit, mais tout simplement des composants que vous utilisez chez les tiers. Et donc, c'est-à-dire que quand on Tout à fait fait, une veille logicielle, on ne doit pas vérifier que son logiciel à soi. On doit absolument. vérifier que chacune, en fait, on doit faire une veille sur chacune des librairies qu'on utilise pour vérifier qu'effectivement, c'est assez marrant parce que tout à l'heure, vous avez eu des plus connus, évidemment, dans le développement logiciel ces derniers mois, qui était Log4j, Oui. qui est un système de logging que beaucoup utilisent, parce que voilà, pourquoi réinventer un système de logging quand des Absolument. systèmes sont bien faits? Mais bon, au-delà des bienfaits, chaque logiciel a toujours des failles, et d'autant plus quand c'est des livres, parce qu'évidemment, il y a toujours possibilité d'analyser le code source et de tenter d'identifier une faille. Donc, Mhm. voilà, le point principal en général, ce n'est pas forcément son code. Si on développe correctement son code, on minimise les risques qu'on a dans son logiciel personnel, même s'il peut être jamais zéro. Et là où Mhm. c'est souvent négligé, en tout cas dans les sociétés de logiciels, qui ne prennent pas la peine d'avoir un DevOps sécurité, comme c'est le cas chez moi, dans mon Mhm. entreprise, ce que je réalise en fait chez Telemis, Mhm. c'est une veille sur les composantes. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire une veille sur tous les CVE qui pourraient affecter la version XYZ de notre Tout à composant fait. qu'on utilise. Et donc, on est peut-être à un moment donné obligé de patcher notre logiciel, non pas notre logiciel, mais de sortir une nouvelle version parce que on doit mettre à jour une librairie. Et qui dit mis à jour une librairie dit que notre logiciel devient, en tout cas dans le médical, non certifié. Et Tout à donc, on fait. doit recertifier la nouvelle version qui, elle, n'est pas une correction de chez nous, mais qui inclut une correction d'un tiers. Enfin, voilà, pour rentrer dans un petit détail, mais qui est quand même Tout à fait. Tout à fait, entièrement. Donc, il y a vraiment ça, c'est vrai. Oui. Pour équipement matériel, il y a aussi un truc tout bête avec un exemple personnel. Une fois, j'étais aux urgences, la personne laisse son poste non verrouillé, quitte la salle. Et j'avais accès à son poste, intégralement. Oui. Donc il y a le fait de pas verrouiller, automatiquement. C'est des choses qui peuvent être faites, par exemple, si, la personne elle a une carte professionnelle de santé qui, accrochée avec un collier qui Mhm. quand elle s'éloigne ou quand elle retire la carte, ça verrouille le PC. Il y a aussi le fait que les ports USB soient pas forcément verrouillés. Donc n'importe qui peut mettre une clé USB avec un programme qui fait tout automatiquement et ça Tout à exploite, fait. donc c'est après je sais plus dans quelle catégorie ça pouvait se situer l'accès Oui, au la mais catégorisation n'est pas critique dans l'absolu, mais oui, tout à Ça peut fait. être Ça peut être La- aussi le- élément lié aux sécurités physiques parce que C'est ça. nous, on est un fournisseur de PACS, donc du coup, on n'est pas l'hôpital en tant Mm. que tel, mais là, on Mmh. parle d'un poste déverrouillé, mais il est très Oui, fréquent que les postes soient verrouillés et qu'en dessous du clavier, il y a juste un post-it. Et donc, l'accès physique au local, où certes, il y a un sens interdit, mais moi, je le vois régulièrement quand on va faire un suivi client, il suffit de dire, on est de telle boîte, on nous ouvre toutes les portes, les sens interdits sont ouverts. Donc, en fait, c'est on a ça. accès à n'importe quel local. Et même si le poste est logué, parce qu'effectivement, la personne avait un super badge qui fait que quand il s'écarte, l'écran se log. Voilà, si on met ce genre de solution, c'est bien. Au moins, il n'y aura pas de mot de passe en dessous du clavier, mais un accès physique Tout associé à fait. avec malheureusement une politique de sécurité qui impose un mot de passe compliqué, où là, malheureusement, les gens vont l'écrire parce qu'il est compliqué. Mhm. Voilà. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça, on en parlait justement sur la partie
gestion de sécurité matérielle et gestion de sécurité physique, il y a aussi une sensibilisation. Déjà, il y a une sensibilisation sur les usages numériques, c'est-à-dire effectivement, voilà, comment stocker ses mots de passe, comment avoir des bonnes pratiques quand on traite des mails et qu'on ne sait pas d'où ils viennent, etc. Donc, vraiment sur les usages numériques. Mais ça couple aussi avec justement vraiment les usages et les accès physiques, voilà, donc les badges d'accès, les post-it, les mots de passe sur les post-it, le fait d'utiliser sa propre machine pour accéder à des données sensibles d'un établissement, etc., etc., etc. Et tout ça, justement, ce sont aussi des vulnérabilités à anticiper. Il y a un cliché assez tenace qui circule beaucoup dans le monde de la sécurité, c'est de dire que la vulnérabilité, c'est l'humain. C'est faux. Voilà, il faut arrêter avec ce cliché-là. C'est juste que dire que la vulnérabilité, c'est l'humain, c'est une autre manière de dire qu'on a mal géré ses vulnérabilités, son périmètre physique. C'est-à-dire qu'à la fin, des vulnérabilités, des problématiques, des failles, ça s'anticipe. Il y en aura toujours, et c'est aussi pour ça qu'il faut faire un suivi permanent. Mais voilà, ça se cadre et c'est pas une fatalité. Ce sont des choses qui se gèrent. On peut sensibiliser, on peut préparer les équipes, on peut corriger les éléments, on peut faire en sorte que les postes publics qui se baladent à droite à gauche dans les couloirs d'un hôpital, soient pas des postes qui aient accès à l'ensemble du SI en permanence et qu'ils n'aient accès qu'à des périmètres très restreints et très spécifiques. Idem pour tout ce qui est outils et périphériques extérieurs, etc., etc., etc. Hop. Bon, on en parlait donc du point de vue comment dire infrastructure enfin pas infrastructure mais structure qui font de la veille en vulnérabilité. Bon déjà tous les organismes gouvernementaux dont nous donc voilà le CERT Santé via les alertes cyberveille, le CERT-FR qui est le CERT de l'ANSSI qui fait la même chose mais pas qui fait une veille en vulnérabilité plus générique mais qui du coup est pas fléchée sur le secteur santé. La CNIL qui en fait un peu, l'ANSSI qui est associée au CERT-FR, l'ENISA qui est l'équivalent de l'ANSSI européenne. Ensuite, je vous le montrais tout à l'heure, les bulletins et les bases de données de CVE sont structurés par une agence internationale qui s'appelle la NVD. Enfin, en fait, le CISA qui ensuite gère la base de données NVD. Ensuite, donc voilà, donc il y a on va dire ce sont les organismes internationaux. Ensuite, il y a tout ce qui est les fournisseurs, les prestataires, les éditeurs, donc que ce soit les éditeurs logiciels ou les prestataires de sécurité, qui font énormément de veille en vulnérabilité. Et enfin, alors les réseaux sociaux, on va dire de manière générale, le web généraliste ou certains spécialistes, certains chercheurs en vulnérabilité, etc., publient régulièrement des vulnérabilités sur tel ou tel outil, sur telle ou telle solution. Et donc, forcément, ce sont des comptes, c'est de l'information à aller chercher et qui permet de se maintenir à niveau. De la même manière, d'un point de vue purement technique, donc là, on parle plus des vulnérabilités réseau et des vulnérabilités logicielles, on a des outils qui permettent à la fois de faire du scan de vulnérabilité une fois que l'outil est déployé, donc par exemple sur une infrastructure, mais aussi de faire de l'accompagnement. On pourrait parler de Veracode ou de SonarQube par exemple, de faire de l'accompagnement pendant un processus de développement pour repérer les failles en amont, donc avant la mise en production. Ensuite, on va avoir tout ce qui est les outils type Burp et compagnie, où là, c'est vraiment pour faire du scan, pour faire de l'audit, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à tous les le fond du propos, c'est qu'à tous les maillons de la chaîne d'un suivi de vulnérabilité, il y a des outils de scan, de contrôle, d'accompagnement, de correction qui existent. Et il faut les déployer, les mettre en place. Sachant que ça, ce sont les éditeurs les plus connus, mais pour chaque domaine, il y a des équivalents plus petits et plus légers, il y a des équivalents open source, il y a des équivalents gratuits, etc. etc., etc. Donc c'est vraiment ça, le fond étant de dire, à chaque cas d'usage, son outil de traitement des vulnérabilités. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure, impact, exploitabilité et complexité de l'exploitation et criticité de l'inset. Donc, impact, exposition, exploitabilité. Et c'est autour de ça qu'on va être capable de catégoriser, qu'on va être capable de classifier une vulnérabilité. Je ne vous refais pas le laïus, c'est exactement ce que je racontais tout à l'heure.
Donc, le score CVSS, souvent, qui est une métrique sur laquelle on s'arrête beaucoup, parce que comme c'est une métrique numérique, elle permet de facilement prioriser et classer les vulnérabilités. C'est une échelle qui va de 0 à 10. Techniquement, de 1 à 10, même si des vulnérabilités en dessous de 1 existent. Le fond étant de dire, voilà, plus on a un score haut, plus la combinaison de ces paramètres est élevée et va vers une vulnérabilité dangereuse ou difficile à contrôler. Et donc, forcément, plus ça veut dire que la gestion de cette vulnérabilité spécifique doit devenir une priorité. Globalement, souvent le score CVSS, en fait, c'est la catégorisation d'un certain nombre de critères. Donc, dans le scoring, il y a le vecteur d'attaque, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être physiquement présent sur la machine impactée? Est-ce qu'un accès réseau, ça fonctionne? Est-ce qu'il faut des devices ou, je ne sais pas, un badge particulier, ce genre de choses? Ensuite, le niveau de privilège, c'est-à-dire est-ce que n'importe qui peut le faire? Est-ce qu'il faut déjà être administrateur du SI, etc., etc. La complexité technique de réalisation de l'attaque, voilà, la disponibilité de les outils, la connaissance de l'outil ou de la librairie nécessaire, etc., etc. Est-ce que c'est une vulnérabilité qui a besoin d'une manière ou d'une autre de l'interaction d'un autre utilisateur? L'exemple typique, c'est par exemple si vous avez tous déjà fait de l'authentification multifacteur, voilà, vous validez connexion avec votre téléphone, ça c'est typique de oui, on a besoin d'une interaction utilisateur spécifique. Donc forcément, si on a besoin d'une interaction utilisateur pour valider l'opération ou valider l'exploitabilité, ça va diminuer la criticité de la vulnérabilité parce que ça veut dire qu'on a besoin qu'un tiers valide l'opération pour que ça passe. Ça ne protège pas de tout, mais c'est un critère en plus. Le périmètre, est-ce qu'on est sur un périmètre large, un périmètre restreint? Et enfin, voilà, en termes donc on le disait, de confidentialité des données, d'intégrité et de disponibilité, à quel point on est sur un impact fort. Donc on cumule tous ces critères-là, et à partir de tous ces critères-là, on en déduit le scoring final. Donc en fait, un score CVSS tout seul, c'est pas forcément très représentatif d'une information. Ce qu'il faut aller chercher, c'est tous les critères qui sont derrière pour voir concrètement qu'est-ce qui fait qu'un score CVSS est bas ou haut. L'exemple type, une autre manière de le dire, c'est de dire qu'il faut faire attention au score CVSS, c'est qu'une métrique. Et dans la mesure où c'est qu'une métrique, elle a forcément des faux positifs. Et donc, des fois, on se retrouve avec des scores CVSS très élevés pour des vulnérabilités basiques, et à l'inverse, des scores CVSS très bas pour des vulnérabilités très graves. Par exemple, qui plus est, chose que ne prend pas en compte le score CVSS, par exemple, c'est la disponibilité et la publicité de l'outil. On parlait de Log4j tout à l'heure. Donc voilà, une grosse vulnérabilité qui a défrayé la chronique il y a quelques années. Enfin, oui, il y a un peu 3 ans maintenant. C'était une vulnérabilité plutôt complexe à exploiter, mais sur un outil extrêmement connu et extrêmement déployé, du coup, le score ne reflétait pas cet aspect-là. Donc, faut faire un peu attention et pas forcément toujours systématiquement prendre le score pour argent comptant et un peu aller regarder dans le détail les critères de calcul. Et évidemment, plus l'attaque est facile à réaliser, plus le vecteur d'attaque n'oblige pas à être sur place, moins j'ai besoin d'interaction utilisateur, plus on est sur une vulnérabilité dangereuse et nécessaire à prioriser. Donc, je ne vais pas redescendre là-dessus, je pense qu'on l'a déjà pas mal dit, mais l'idée, c'est vraiment un premier déclic d'un point de vue veille technologique, c'est s'abonner au bulletin d'alerte des CERT, s'abonner au bulletin d'alerte des CERT français et des CERT internationaux, qui publient déjà régulièrement une veille en vulnérabilité. Après, le niveau du dessus, c'est tout simplement de s'abonner à des services ou même à des prestations qui font de la veille en vulnérabilité et qui vous fournissent cette veille-là dans votre travail et dans votre cycle de fond. De la même manière, si on reprend les outils de scan dont on parlait tout à l'heure, qui sont ici, il y a régulièrement, en partenariat avec les éditeurs qui sont derrière ces outils-là, des contrats et des SLA et des prestations particulières disant, par exemple, SonarCube, ils ont un ensemble d'outils sur lesquels ils sont spécialistes, et s'il y a des vulnérabilités qui sont découvertes sur ces outils-là, ils s'engagent à les intégrer dans leur outil à eux en moins de 24 heures, par exemple.
Et ça fait que dès qu'il y a une vulnérabilité qui est publiée, dans les 24 heures, les équipes de développement peuvent intégrer la correction de cette vulnérabilité-là dans leur process de développement. C'est vrai aussi pour Nessus, c'est vrai pour la plupart des outils de scan. Donc, petit élément sémantique, bien faire la différence entre un correctif de sécurité et un correctif de, ce qu'on appelle souvent les correctifs de production. C'est-à-dire qu'un correctif de production, sa finalité, c'est de corriger un bug. C'est-à-dire, voilà, pour une raison ou pour une autre, un outil ne se met à pas faire ce qu'on veut, ou alors il y a un cas d'usage qui fait que l'outil ne fait pas ce qu'il est censé faire, ou plante, ou s'arrête. Voilà, ça, ce sont des correctifs de production. Les correctifs de sécurité ont pour objectif de corriger des vulnérabilités, c'est-à-dire des usages possibles de l'outil, des usages conscients de l'outil, qui mènent à son dysfonctionnement, qui mènent à un mauvais usage, qui mènent à l'accès à des données auxquelles on n'est pas censé accéder. Donc, il faut vraiment bien distinguer les deux. Et dans l'absolu, de la même manière que on met en place un cycle de contrôle et d'implémentation des correctifs fonctionnels, il faut mettre en place un cycle à part de correctifs de sécurité. Pourquoi est-ce que les deux ne peuvent pas être fusionnés? En fait, c'est tout simple, c'est parce que ce ne sont pas les mêmes équipes, parce que ce ne sont pas les mêmes métiers. On n'identifie pas un bug logiciel comme on identifie une vulnérabilité. Ça ne demande pas les mêmes outils, ça ne demande pas les mêmes critères de contrôle. Ce ne sont pas les mêmes profils derrière, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer ces deux cycles. Après, évidemment, de manière plus générale, ça s'intègre dans des logiques d'amélioration continue, mais ce sont bien des démarches différentes. À patcher une vulnérabilité ne revient pas à corriger un bug. Comment on déploie des correctifs? Soit à la main, notamment pour les vulnérabilités extrêmement critiques où on a besoin de vraiment patcher à la volée. Souvent, on va déployer à la main. Soit automatique, c'est-à-dire on va avoir par exemple une fois par semaine, on va déployer tous les patchs publiés par les éditeurs et par les constructeurs avec lesquels on travaille, ou une fois par jour, voire même jusqu'à utiliser des services dédiés, donc notamment chez Microsoft, les plus connus, c'est WSUS et SCCM, qui sont vraiment des systèmes qui vont, en fait, on va les connecter à des sources de veille, on va les connecter à des systèmes de gestion de bulletins, et eux vont implémenter et déployer automatiquement les correctifs. Évidemment, idéalement, et en fonction des types de SI, le mieux, c'est de faire du centralisé, autant que possible, mais il y a plein de cas particuliers dans lesquels le centralisé ne répondra pas aux besoins parce que le bulletin est publié trop tard, parce que le patch ne fonctionne pas sur le périmètre ou sur le type de SI que vous avez, parce qu'il y aura toujours une ou deux machines qui ne répondent pas comme on veut, etc., etc., etc. Et il y a vraiment cette notion-là on peut automatiser un certain nombre de choses dans le déploiement des vulnérabilités, mais ça n'empêche pas d'avoir une veille de fond et ça n'empêche pas d'avoir un contrôle de fond pour être certain que rien ne passe à travers les mailles du filet. On en reparlait tout à l'heure, voilà. Planifier et anticiper le déploiement de ces patchs, réaliser et vérifier notamment tout ce qui est test d'intégration et test de non-retour en arrière avant d'appliquer des patchs de sécurité. Être capable de faire des backups et de revenir à des sauvegardes précédentes si à un moment donné un correctif rend inopérant une partie du SI ou une partie d'un outil. Et vérifier aussi après application du patch que la vulnérabilité observée est bien corrigée. Parce que c'est aussi classique, notamment chez certains types et certains petits éditeurs, de publier des patchs et de publier des correctifs de sécurité qui ne corrigent qu'une partie du problème. Donc bien vérifier, ce n'est pas parce qu'il y a une publication constructeur qu'il faut à 200% faire confiance systématiquement et être publié. Donc ne pas hésiter à recontrôler par soi-même en fonction de votre périmètre, de vos cas d'usage, de vos SI. Voilà. On en reparlait. Une fois que les correctifs ont été déployés et une fois que les patchs ont été appliqués, vérifier qu'il n'y a pas de régression sur le SI, documenter les patchs, documenter le process de mise à jour pour être certain que rien ne passe à travers et encore une fois, avoir systématiquement cette démarche de veille. Globalement, c'est vraiment ça. C'est réfléchir en fait à votre échelle de OK, qu'est-ce qui s'applique à mon cas? Quel type de vulnérabilité, quel type de périmètre, quelle partie de l'écosystème me concerne et sur lequel moi ou des partenaires commerciaux à moi
doivent faire une vulnérabilité qui va m'impacter si elle n'est pas faite. C'est vraiment ça, en fait, la question à se poser. C'est se dire, OK, concrètement, dans les outils, dans l'écosystème, dans l'environnement que je suis, qu'est-ce qu'il faut que je contrôle? Quels éditeurs, quels outils, quel périmètre je dois contrôler en termes de publication de vue? Du coup, par rapport à tout ce que je vous dis, qu'est-ce qui vous semble le plus critique à appliquer lors du déploiement de correctifs de sécurité? Vous, qu'est-ce qui vous vient en tête si vous dites, bon, bah voilà, vous avez appliqué quelques patchs de sécurité sur votre SI, qu'est-ce qui vous vient en tête pour vérifier que tout fonctionne correctement? Bon, ben, Je dirais qu'une des choses déjà, c'est la partie test, les tests de non-régression, vérifier que on a mis à jour le patch de sécu et que notre fonctionnel est toujours là. Parce que bon, sinon ça sera un Tout à problème de fait. dispo, donc un problème de sécu aussi. Tout à fait. Vérifier que les patchs de sécu ne créent pas de problème de production, absolument. Tenter de vérifier que la faille est bien corrigée. Donc avoir identifié la faille en question, avoir un moyen de la tester elle aussi. Sachant que vérifier que la faille est corrigée, ça peut être effectivement fait par vous-même, ça c'est une possibilité. Ça peut être fait par des tiers ou des prestataires spécialisés, et ça peut être aussi des questions de ça peut être aussi vérifié par exemple dans la documentation de la vulnérabilité qui est fournie dans le bulletin CVE ou qui est fournie par le constructeur. Le cas d'usage qui moi me concerne a été documenté et dans son cas d'usage on est sûr que ça fonctionne, quoi. Ça peut aussi passer par là. Mais oui, tout à fait. Prioriser le fonctionnel et vérifier le reste. Oui. Ici, on a une politique aussi de réalisation de pentest régulier lorsqu'on fait telle ou telle release. C'est d'office aussi inséré dans son workflow de pentest ce nouveau scénario qui était lié à cette vulnérabilité pour qu'il ne puisse pas se réitérer dans la même situation ou éventuellement dans des variantes lorsque le logiciel pourrait être modifié. Tout à fait. Qu'un patch à un moment donné peut être valide. Si après on fait évoluer son logiciel, on peut réintroduire des modifications qui fait que la correction qu'on a faite pour patcher n'est plus effectivement d'actualité. Donc du coup, ce problème doit être inclus d'office dans la liste des pentests à réaliser à partir de ce tenté, quoi. Tout à fait. Absolument. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Des éléments sur lesquels vous voulez que je revienne ou des choses qui ne sont pas claires ou peut-être sur lesquelles je serais passé un peu vite? Moi, j'aurais une question, mais c'est plus pour avoir un avis, pour avoir votre avis. On parle plus tard, on voit qu'on commence à complexifier un peu tout ce qui va être login, on commence à démocratiser la double tente. On commence à voir émerger les systèmes, 0 mot de passe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus avoir votre avis à vous. Alors, la double authentification, c'est un incontournable aujourd'hui. Ça, je suis d'accord, ouais. Ah, plus de micro. On vous entend plus. Ouais, on t'entend plus, Olivier. Plus de batterie. Là, non, pas du tout. Hop là. Là, vous avez dû me récupérer normalement. Oui. Ouais, excusez-moi. Mon téléphone a sonné en même temps et donc ça a interrompu le Bluetooth. Donc je disais, la double authentification, c'est un incontournable. Voilà. Et aujourd'hui, il y a il y a très peu de cas d'usage qui justifient de s'en passer. Il y a des endroits où c'est difficilement applicable, mais quand c'est applicable, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Après, de manière... Est-ce que ça signifie qu'en France, en tout cas, il y a une législation oblige, par exemple, les prestataires de santé à faire en sorte d'avoir une double authentification? L'exemple concret, est-ce que les médecins en France sont obligés d'avoir une double authentification pour se connecter sur leur station de travail? En tout cas, en Belgique, ce n'est pas le cas. C'est recommandé, mais il n'y a aucune obligation. Alors, d'un point de vue réglementation, on en est au même point que vous, c'est-à-dire qu'on est encore beaucoup dans une logique d'incitation. Mais non, on n'en est pas encore au stade où c'est obligatoire. On en est assez loin, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête.
Mais nous, c'est des recommandations qu'on fait systématiquement et c'est des comment dire, et c'est un moyen simple de bloquer énormément de problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incidents de sécurité dont les points d'entrée sont vraiment élémentaires. Souvent, on pense aux vulnérabilités logicielles très complexes, mais des fois, ce sont des choses vraiment basiques. Et ben, la mise en place d'authentification renforcée, c'est vraiment le premier rempart, en fait. Et du coup, toutes les solutions qui, de manière générale, automatisent aussi plus ou moins pour l'utilisateur sa connexion, donc avec voilà, de la double authentification, des supports ou des badges dédiés, etc., et qui permettent de se passer autant que possible des mots de passe, oui, c'est un must. Aujourd'hui, en utilisant un gestionnaire de mots de passe, par exemple, on n'a quasiment plus de mots de passe à se souvenir. Après, dans le monde de la santé, je pense que les choses peuvent être, très facilement très robustes, hein, il suffit d'y aller avec soit la carte de professionnel de santé qui elle-même a un élément cryptographique dessus, ou Tout alors à tout fait. simplement avec les badges, hein, Oui, ils ont 0 mot de passe à taper et ça reste une tout à fait. clé physique, qui est normalement pas facilement copiable ou Mais voilà. aujourd'hui, la problématique n'est pas technologique. Aujourd'hui, technologiquement, effectivement, les cartes CPS, par exemple, alors pour le coup, c'est pas du tout piloté au niveau du CERT, mais les cartes CPS, effectivement, c'est des outils formidables pour faire ce genre de choses. Il y a un certain nombre d'initiatives pour lancer ce genre de process. Non, aujourd'hui, le problème, c'est changer les usages, c'est adopter des stratégies qui permettent d'intégrer ce genre de choses, etc. Aujourd'hui, le blocage sur l'implémentation de ce genre de choses, il n'est pas technologique. De toute façon, il est aussi à plusieurs niveaux. Si on prend l'exemple de la carte CPS et si on prend la vague du Ségur, où voilà, le CPS doit être utilisé pour accéder au logiciel Tout qui à est fait. qualifié Ségur, Dreambox ou Conso, peu importe. Ça, c'est bien, on parle juste de l'applicatif, mais la carte CPS n'est pas requise pour se loguer sur la station. Donc oui, Tout à fait. peut-être que le logiciel va être bloqué pour dire d'utiliser la fonctionnalité qui est l'applicatif Ségur. En tout cas, pour la session qui est en cours, parce que à l'heure actuelle, il y a encore cette notion où on est logué et l'application est loguée. Ce n'est pas chaque transaction qui nécessite d'être authentifiée. Si la personne est loguée, elle est loguée. Et donc, c'est-à-dire que s'il y a un accès qui est donné à sa station de travail, je ne parle pas du logiciel, on a beau avoir la carte CPS pour accéder au logiciel Ségur. Si la station, on peut se loguer dessus et que la personne s'est déjà loguée dans le Ségur et que le timeout n'est pas arrivé, pour être vraiment concret, voilà, on a le logiciel et que la porte est grande ouverte et la carte ne changera rien. Donc, Tout à fait. Oui, encore une fois, l'authentification par badge ou multifacteur, c'est un outil et c'est un outil nécessaire, mais ce n'est pas une solution magique qui va tout résoudre. Il y a plein de cas d'usage où ça ne suffit pas. Bref. Je vais devoir vous laisser. Moi, je vous laisse avec mes collègues. Et n'hésitez pas à renvoyer si vous avez des questions en plus qui vous viennent par mail, donc soit à Iman directement, soit sur Cyberveille. Et n'hésitez pas du coup à aller voir nos publications de bulletins. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions de votre côté. Donc, merci beaucoup pour votre présence lors de la session d'aujourd'hui. Peut-être juste un tout petit rappel par rapport aux actions du Paris Santé Campus autour de la SSI. On a d'autres activités. On a aussi la réalisation des cyberdiacs. C'est un dispositif pour évaluer la maturité cyber de vos startups. Soit au niveau organisationnel, soit au niveau du développement de vos produits. C'est des sessions d'échange pour pouvoir échanger avec vous autour des mesures de sécurité que vous mettez en place aujourd'hui et des améliorations potentielles aussi qui vous permettront d'élever votre niveau de maturité cyber aussi. On peut aussi vous accompagner sur la réalisation d'analyse de risque. On a aujourd'hui déployé un outil qui permet d'évaluer votre niveau de confidentialité, intégrité et disponibilité. Donc, n'hésitez pas à contacter l'équipe innovation pour pouvoir bénéficier de ces accompagnements. En effet, merci beaucoup, Iman. Et puis, pour finir rapidement, pour clore un peu cette session, donc, je vous projette un QR code et puis je vais aussi vous projeter je vous ai un petit lien pour répondre donc au sondage questionnaire de satisfaction suite à cette session, pour donner un peu votre avis sur la qualité de la prestation
voilà, des experts, voilà, si ça a pu vous aider, ce genre de choses. Donc, n'hésitez franchement pas voilà, à y répondre, surtout que c'est grâce à ça aussi qu'on pourra retrouver vos adresses mail pour vous envoyer le support par la suite. Donc voilà, c'est quand même deux en un, donc c'est plutôt sympa. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, merci à vous voilà, pour votre présence, pour vos questions. N'hésitez pas voilà, à nous contacter sur la boîte innovation si vous avez des questions, besoin d'aide ou pour des cyberdiag qu'on transmet donc, à Olivier, à Iman, voilà, de l'équipe cyber si besoin. Et puis d'ici là, écoutez, très belle après-midi à vous. Et puis, Merci. à très bientôt, je l'espère. Et vous avez une chaîne YouTube, j'ai cru entendre à un moment donné? C'est une chaîne de la ANS finalement, l'Agence numérique en santé, où en fait on réupload un peu toutes les sessions collectives qu'on peut réaliser. D'accord. Donc celle-là normalement sera aussi réupload s'il n'y a pas de souci technique. Mais voilà, normalement il y aura le lien vous sera également transmis le jour J si besoin, si c'est bien réupload. Très bien, merci. Pas de souci. Merci à tous pour votre Encore présence. merci. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi, au revoir.